On le sait, notre corps parle souvent sans qu'on lui demande son avis. Un cœur qui bat la chamade, des mains qui deviennent mouettes, mais il se pourrait bien que la partie la plus honnête de nous-mêmes se trouve juste là, au centre de nos yeux. C'est la grande question, n'est-ce pas? On peut maîtriser nos mots, forcer un sourire, mais nos pupilles, elles, pourraient bien raconter une toute autre histoire, trahir nos émotions les plus profondes sans aucun filtre. Alors, plongeons ensemble dans ce fameux langage de l'œil. Parce que vous allez voir, la pupille est bien plus qu'une simple ouverture pour la lumière. C'est une sorte de ligne directe avec notre système nerveux. On choisit de sourire ou de froncer les sourcils. On choisit nos mots avec soin. Mais la réaction de nos pupilles, ça c'est une autre affaire. Elle est totalement involontaire, immédiate et, comme on va le voir, incroyablement révélatrice. Ok, mais alors comment on fait pour lire ce langage secret? Pour comprendre ce que signifie la dilatation des pupilles, il faut se tourner vers la science. Une science qui n'est pas si nouvelle, mais dont les applications sont plus pertinentes que jamais. Ça a l'air compliqué comme nom, la pupillométrie, mais l'idée est toute simple. On mesure ces minuscules changements de taille de la pupille. Et ce n'est pas d'hier, Des études des années 60 ont déjà prouvé le lien entre ces variations et nos états psychologiques. C'est une mesure brute, objective, de ce qui se passe à l'intérieur. Bon, qu'est-ce qui fait réagir nos pupilles? D'abord, l'évidence, la lumière. Moins il y en a, plus elle s'ouvre. Logique. Mais c'est là que ça devient fascinant. Les scientifiques peuvent mettre de côté cette réaction à la lumière pour se concentrer sur les deux autres facteurs, l'effort mental et la réponse émotionnelle. Ce schéma illustre parfaitement pourquoi cette réaction est si fiable. Le chemin entre ce qu'on voit, ce qu'on entend, le cerveau et la pupille est direct. C'est comme une autoroute de l'information, sans péage ni embouteillage. Une connexion quasi instantanée qui nous donne une fenêtre sur le traitement de l'info en temps réel par le cerveau. La théorie, c'est bien beau. Mais voyons un cas concret. Un cas qui va parler à tout le monde, j'en suis sûr, une simple question de goût. C'est ce qu'on appelle l'intégration multimodale. En gros, le cerveau ne traite pas chaque sens dans son coin. Non, il mélange tout pour créer une seule et même expérience. Et parfois, un sens prend le dessus sur un autre. Et là, les expériences sont juste bluffantes. On fait goûter des huîtres à des gens en leur faisant écouter le bruit de la mer, et hop, ils les trouvent meilleures. On leur fait écouter du bacon qui crépite, et le goût du bacon devient plus intense. Mais le plus fou, c'est ça. Un simple son grave peut rendre des biscuits au caramel plus amers. Le son change littéralement le goût. Le mot-clé ici, c'est congruence. Quand le son et le goût sont en harmonie, notre réaction émotionnelle est démultipliée. Et c'est justement cette amplification que la pupillométrie peut mesurer. C'est la preuve objective, non dite, de l'impact de l'environnement sur notre perception. Mais ce n'est pas tout. Nos pupilles ne sont pas que des baromètres à émotions. Elles révèlent aussi à quel point se creusent les ménages, notre regard concentré. En clair, l'effort cognitif, que ce soit pour résoudre un problème complexe ou simplement pour bien se concentrer sur la route, ça fait aussi se dilater les pupilles. Plus la tâche est ardue, plus elle s'ouvre. Prenez la conduite par exemple. Ces graphiques sont très parlants. En haut, on voit où les jeunes conducteurs regardent. Leur regard balaye assez large. En bas, pour les conducteurs plus âgés, c'est très différent. Le regard est beaucoup plus resserré, focalisé sur un point. La conclusion, elle est assez claire. Ce regard focalisé, c'est le signe d'une charge cognitive plus élevée. Pour faire la même chose, c'est-à-dire conduire, le cerveau des conducteurs plus âgés doit travailler plus dur, allouer plus de ressources. Et ça, le regard le trahit. Donc, si on peut mesurer à la fois les émotions et l'effort mental, on ne fait plus que décoder le regard, on commence presque à lire dans les pensées. Mais alors, à quoi ça peut bien servir concrètement ? Eh bien, les applications sont immenses. Imaginez pouvoir avoir un retour 100% honnête sur un produit, sans le filtre de la politesse. Ou alors, concevoir des tableaux de bord de voitures plus sûrs, en mesurant l'effort qu'ils demandent aux conducteurs. Ça va de la compréhension des métiers très exigeants jusqu'à la détection précoce de certaines maladies neurologiques. Tout ça nous amène à une dernière réflexion. En ouvrant cette fenêtre sur l'esprit, qu'est-ce qu'on risque de voir ou de laisser voir? Si chaque regard peut révéler un intérêt, une confusion, une joie ou un effort, la nature de nos interactions pourrait complètement changer. C'est une fenêtre fascinante sur l'esprit humain, c'est certain. Mais comme pour toute fenêtre, la question de savoir qui a le droit de regarder à travers reste-t-elle bien ouverte